sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour tout le monde. Mais excusez-moi, je me rends compte, j'ai pas fini de m'habiller en fait. J'arrive, je suis totalement... Non, ça vous dérange pas? On est en famille, ne vous inquiétez pas. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Je suis très heureuse de vous retrouver avec Sarah Cadour, que vous avez entreaperçue, Arnaud Loquet et notre public adoré, extrêmement en forme aussi. Waouh! Oui, c'est Bercy, les gars, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous vous souvenez de votre premier amour? Richard. Richard, et vous? Richard, Marie. Marie. Très original. Vous vous souvenez de votre premier baiser échangé? Ah ouais, c'était très rigolo. On était délégués de classe et on s'était arrangé pour aller coller des affiches dans une même classe et on s'est embrassés en fermant la porte. Oh, j'adore. Ils ont collé l'affiche tous les deux, etc. Et à un moment, ils se sont regardés, ils ont laissé tomber l'affiche, ils se sont approchés doucement. Et là, ils se sont embrassés dans la bouche, en galoche. Vous vous souvenez forcément de votre premier entretien d'embauche, le cœur qui s'emballe, la peur avant, pendant, le moment où après on se dit « est-ce que j'ai bien fait ?» et tout. Ce moment où pour la première fois, vous avez douté ou alors au contraire, ce moment où vous avez pour la première fois osé. Ce matin, dans Bel et Bien Ensemble, on va parler de ces moments-là, de toutes ces premières fois qui nous transforment pour toujours, des premières fois passées, mais surtout des premières fois à venir. Parce que c'est très important de continuer à vivre des premières fois. Pourquoi d'ailleurs? C'est notre dossier du jour et au programme aujourd'hui, à 90 ans, elle prouve que l'audace n'a pas d'âge. Pour la toute première fois de sa vie, elle a décidé de sauter dans le vide. Notre équipe est partie à la rencontre de Michel Godot, une nonagénaire qui a réalisé son premier saut en parachute. Ça donne envie, vous allez voir, quoique. Quand les premières fois marquent toute une époque, Xavier Mauduit, historien et animateur que vous connaissez bien, nous replonge dans ces grands moments où tout a basculé, ces premières fois collectives qui ont changé le cours de l'histoire et dont tout le monde se souvient. Et puis évidemment, notre chroniqueur bien-être, Stan Gusman, sera là pour un instant déculpabilisant, à son image. Mais avant tout, pour comprendre pourquoi ces premières fois nous marquent autant, pourquoi elles nous bouleversent, nous transforment, nous font avancer, on accueille notre docteur en psychologie, Ilios Kotsou. Ilios Kotsou, bienvenue, Ilios Kotsou est là et ça nous fait du bien partout, Ilios Kotsou. J'ai essayé de trouver des rimes en ouf. Ilios, pourquoi les premières fois sont si marquantes, Ilios? On l'avait dit, hein, le premier amour, le premier jour au travail, la première fois où vous avez eu peur, vraiment peur. Et ces souvenirs-là, ils sont en haute définition. Pourquoi? Parce que l'émotion a fixé la mémoire et qu'on a retrouvé ce regard d'enfant qui voit tout pour la première fois. Oh, oui, donc c'est l'enfant en nous qui parle, quoi. Et il faut, on va le voir tout au long de cette émission, recommencer des premières fois jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière fois. Vous m'avez pas demandé avec Richard comment ça s'était passé, mon premier baiser. Et alors? Écoutez, c'était la première galoche, donc ça a duré 10 minutes. Voilà, soupe de langue pendant 10 minutes. C'est vrai? Mais oui, on savait pas faire, nous. Vous savez pas quand... Ah oui, mais c'est vrai, c'est un truc auquel j'ai jamais pensé. On sait pas quand s'arrêter. Non. Donc vous vous êtes allé interroger les Français sur leur première galoche? C'est ça, et on a fêté notre première fois, notre première interview ensemble. Oh, c'est beau, Ouais, c'est très mignon. émouvant, oh là là, Sarah. Joy, c'est la première fois que je vous interview, et moi j'aime fêter mes premières fois. Alors on va faire la teuf, ce sera notre première fois en interview. Ta na 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 na. Ouais, na 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 na. C'est important. Mais moi, je trouve que c'est important, faut tout fêter. Bien sûr. Bien sûr. Béatrice, dans le public, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de ces premières fois. Vous avez 64 ans, vous êtes retraitée et je pense qu'on peut déjà vous applaudir parce que vous êtes très timide et vous n'auriez jamais imaginé être sur un plateau de télévision. Donc, franchement, bravo. Et vous, en fait, pour vaincre cette timidité-là, vous avez fait une thérapie de groupe. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous avez vécu plein de premières fois. Le cinéma, le théâtre, les concerts, ça a ouvert complètement une nouvelle perspective sur votre vie. Et le dernier challenge que vous avez vécu, vous êtes retrouvée pour la première fois toute seule à la maison après le départ de vos enfants. Donc bravo à vous. Et puis vous allez voir, vous n'êtes pas la seule et j'espère que vous en vivrez plein d'autres des premières fois. Oui, encore plein de fois. J'espère que je vivrai longtemps pour vivre
Moi, je peux vous le dire, moi, je reconnais les gens en bonne santé, vous allez être centenaire. À force de faire cette émission, je peux vous dire, je les vois entre tous. Alors, si vous avez envie, comme Béatrice, de venir témoigner, c'est très simple, vous témoignez, vous partagez votre expérience sur les réseaux sociaux d'abord et ensuite vous êtes dans le public, donc ça c'est super. Sarah, je vous laisse prendre place auprès de Béatrice. Alors, est-ce qu'on peut réapprendre à ressentir l'excitation des premières fois, même après 50, 60, 70 ans? Et si les premières fois, c'était finalement le secret du bien-être? Au fond, est-ce que vivre de nouvelles expériences, c'est pas aussi une façon de rester jeune? Ce sont les questions qu'on se pose tous. Sarah, Oui. le public est en forme. Est-ce que tout le monde va être centenaire comme Béatrice? Alors, tout le monde va être centenaire et surtout, pour la première fois, on accueille Doris dans le public, donc elle est contente. Vous êtes émue d'être là pour la première Oui, fois? je suis très émue. C'est Voilà. la première fois que je prends la parole en plus. C'est ça. Elle en a pleuré avant l'émission. Ouais. C'est vous, non, plutôt? Ouais, c'est ça. Allons voir ce qu'en pensent les Français. Ça va aller. Quand est-ce que les premières fois, c'est bien? Je crois que c'est vraiment les voyages. À 18 ans, on part pour la première fois sans les parents, avec les copines. Ça, c'était grave bien. Je pense que c'est les premières rencontres. Je suis très contente quand je rencontre des nouvelles personnes. Et après, on est déçus, comme avec Arnaud Loquet. Voilà, j'étais contente au début et après... Bon. Vous vous sentez comment avant une première fois? Stress et excitation. Et ça me rend nerveuse. J'ai l'impression que j'ai les oreilles qui commencent à chauffer. Stressée, mais le stress, c'est bien. Pensez-vous qu'on puisse encore avoir des premières fois passé 40 ans? On continue tout le temps d'apprendre toute la vie, en fait. Il y a tout le temps des premières fois. Je déteste quand quelqu'un me dise « Ouais, à 30 ans, la vie, c'est fini. Ou à 40 ans, la vie, c'est fini. » Non, pas du tout. C'est l'inverse, en fait. Tu peux recommencer. C'était quand votre premier bisou? Et avec qui? Il s'appelait Louis, et après, c'est Alicia qui me l'a volé. Moi aussi, j'avais volé Tristan à Céline. Toi, l'Alicia? Ouais, Alicia. Comment on se prépare avant un premier bisou? On va mettre le spray pour sentir bon de la bouche, manger des chewing-gums. Et après, il y en a qui vont vouloir s'entraîner, mais sur leurs mains. Moi, j'aimerais qu'on vive une première fois ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous deux, pour la première fois? Bah, aller danser la salsa. J'aime bien la salsa. Vous avez tapé à la bonne porte. C'est parti. Pas mal. Elle est bien notre première fois en salsa. Oui. Allons au quai Saint-Bernard danser la salsa. Venez, suivez-moi. Voilà, on sent que cette première fois vous a épanoui. Voilà, Sarah. Donc, Je suis heureuse. J'espère qu'on va s'inscrire dans cette vague de première fois. Béatrice, alors, tout à l'heure, Arnaud l'expliquait, vous avez déjà fait quand même un grand chemin parce que vous êtes une grande timide. Vous avez fait plein de choses, vous allez nous raconter, mais il vous reste encore quelques premières fois à expérimenter. Par exemple, vous aimeriez bien faire un nouveau sport, c'est ça? Oui, le Jiu-Jitsu, c'est un sport japonais. Et vous n'osez pas encore? Pas encore. J'ai dit à mon coach, je perdrai encore 5 kilos et à la rentrée. J'espère qu'en septembre, je le ferai. Parce que quoi, ça vous sentez pas, ça vous met mal à l'aise? Oui, parce que j'ai perdu quand même pas mal de kilos. Et maintenant, je me sens mieux. Déjà, j'arrive à m'exprimer, à parler, chose Mais oui, que je ne faisais pas. Et je me dis, en perdant quelques kilos encore, je pourrais faire ce sport. Alors, il paraît que vous avez fait du théâtre. Donc, pour une grande timide, quand même, c'était déjà un saut dans le vide, j'imagine. Oui, on me disait qu'il fallait faire du théâtre pour pouvoir m'exprimer. Par exemple, j'arrivais je serais ici, et si j'entendais les gens parler, eh bien moi, je ne parlais pas. Vous étiez toujours un peu en retrait? Oui. J'ai eu des gens bienveillants autour de moi, surtout une dame. La première fois que je suis arrivée dans le groupe de thérapie, je lui dis, mais je ne reviendrai pas. Les gens qui sont autour de moi, ces gens-là s'expriment. Ce sont des avocats, des juges. Et moi, je ne pourrais pas. Elle me dit, s'ils sont là, ils ont besoin comme toi. Eh ben, vous pouvez être fière de vous, Béatrice, parce que vous êtes là dans le public. Vous pouvez parler devant des centaines de milliers de gens, là. Oh, la pression. Oui, maintenant, je vais à la Philharmonie. Je suis pour mon abonnement. Je suis allée voir Beyoncé habillée en cow-boy. Wow. Trop forte. C'est très touchant, votre témoignage, hein, Béatrice. Ilios Kotsou, pourquoi est-ce que faire quelque chose pour la première fois, ça stimule à ce point le cerveau? Parce que je pense que vous pouvez le dire, Béatrice, ça a été très satisfaisant, j'imagine, à chaque fois que vous avez fait une première fois de quelque chose. Oui. Vous êtes surpassée. Oui. Alors pourquoi? Le cerveau humain, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie. C'est incroyable, vous imaginez, le cerveau, c'est 2% de la masse et c'est 20% de la consommation d'énergie. Et donc, il travaille très souvent sous mode de pilote automatique pour épargner des ressources. Et donc, c'est très utile, le pilote automatique. Hein. On n'a pas besoin de réfléchir où on va aller à l'endroit habituel, à comment on se comporte, mais ça va réduire nos comportements. Ce que Béatrice doit faire pour sortir, aller vers de nouveaux comportements, c'est un peu mettre en pause ce pilote automatique
La première fois, c'est ça. C'est comme si tout à coup, on arrêtait le pilote automatique et on se jette dans la vie. Alors, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Le cerveau, heureusement, est une machine qui nous aide à nous adapter. Et il a besoin de faire davantage attention à la nouveauté. La nouveauté, ça peut être dangereux, évidemment, plutôt qu'à ce qu'on connaît déjà. Et au moment où on fait quelque chose de nouveau, la première fois, toutes les premières fois de Béatrice, il va avoir une décharge de dopamine qui va être envoyée vers une zone du cerveau, la zone de la mémoire, l'hippocampe, qui va expliquer pourquoi ces premières fois s'inscrivent vraiment fort dans le cerveau. Heureusement, et vous êtes un bon exemple de ça, le cerveau, c'est une machine à apprendre aussi. On apprend tout le temps et on sait aujourd'hui que, contrairement à ce qu'on imaginait avant, le cerveau est plastique, cette plasticité, elle dure jusqu'à la fin de la vie et donc il va se reconfigurer potentiellement, y compris produire de nouveaux neurones jusqu'à la fin de la vie. Pour ça, la nouveauté, ça aide, mais pas seulement. Il y a aussi le défi, tout ce que Béatrice raconte, c'est du défi, mais il faut que le défi soit juste assez important pour nous motiver, mais pas trop, pour pas qu'on reste paralysé. Et pourtant, paradoxalement, par rapport à ce que vous dites, plus on avance en âge, plus on a le sentiment que les gens sont réticents à l'idée de vivre de nouvelles choses. Pourquoi ça? Comment ça s'explique? Alors c'est un peu une fausse idée. Parce que quand l'horizon devient plus court, hein, avec l'âge, on a l'horizon temporel qui est plus court, c'est pas qu'on devient plus peureux, on pourrait imaginer ça, mais c'est qu'on devient plus sélectif et plus sélectif. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est plutôt que de chercher des expériences d'apprentissage nouvelles, on a moins de temps, on va valoriser ce qui est émotionnellement important. Une chercheuse de Stanford a étudié ça, elle a appelé ça la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle, on va s'orienter vers ce qu'il y a d'important. Et donc, si Béatrice avance dans tellement de choses différentes, c'est que c'est vraiment important pour elle. C'est ça la question. Là, il y a un grand ennemi qui vient de l'évolution par rapport aux nouvelles fois. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. On s'adapte à tout, en fait. On s'adapte à avoir gagné le loto. Hein. Combien de temps dure? Oui, les études le montrent. N'importe quel bonheur ne dure jamais très, très longtemps. Un nouvel objet, une nouvelle acquisition. On s'adapte au fait de perdre l'usage d'un membre, c'est vrai. Et on s'adapte tellement bien à tout qu'une nouvelle chose ne reste pas fraîche très, très longtemps. Alors, la recherche a étudié aussi les deux choses qu'on peut faire pour garder l'esprit des premières fois. Un, c'est la gratitude, se rappeler de la chance que l'on a, des bienfaits de la vie. Et deux, c'est multiplier les expériences différentes, ne pas rester dans la même chose. À 50 ans, Ilios, et plus d'ailleurs, est-ce qu'on peut continuer à ressentir cette sensation de première fois, cette fameuse première gorgée de bière, comme disait l'autre? Oui, heureusement. Et la première fois, elle ne dépend ni d'un endroit géographique, ni d'une liste d'activités. Ça dépend d'un état intérieur que Béatrice incarne très bien. Et cet état intérieur s'appelle l'ouverture à l'expérience. Il fait partie des 5 grandes catégories de personnalité, ce qu'on appelle le Big Five en psycho. Il y a des milliers d'études qui sont intéressées à ça. Et les personnes qui ont un haut niveau d'ouverture à l'expérience, comme vous, sont des personnes qui sont d'accord de se confronter à des nouvelles idées, à des nouvelles émotions, à des nouveaux comportements, qui sont curieuses, qui sont créatives, et ça a un impact sur la santé. On a étudié les centenaires japonais, et on voit que les centenaires qui ont entre 100 et 106 ans, c'est pas mal d'y arriver, ont un niveau d'ouverture à l'expérience beaucoup plus élevé que les personnes âgées de 60 à 86 ans. Et donc, on peut penser que ça a vraiment eu un impact sur la longévité. Alors, on peut aussi imaginer que ça va dans un sens, c'est-à-dire que si tu es une personne curieuse, tu vas avoir plus d'activités différentes. Mais on voit que le cercle vertueux va dans les deux sens. Le fait de pratiquer des activités différentes va créer de l'ouverture à l'expérience. Il y a un très grand nombre d'études, de travail cognitif chez des personnes âgées qui vont les rendre beaucoup plus ouvertes. Alors, ce qu'on peut se dire, à nouveau, c'est que apprendre, c'est une forme de résistance. C'est toujours de la résistance. Résister à ce qu'on connaît déjà. Il faut désapprendre la peur, désapprendre tout ça, pour pouvoir apprendre. Et apprendre de nouveau, il faut avoir de la disponibilité. Il faut un esprit ouvert, comme celui de Béatrice. Voilà, oui, parce que c'est peut-être ce qui définit les personnalités comme vous en premier, Béatrice, c'est que vous êtes très ouverte, curieuse aussi. Et ça prend le pas, cette envie-là, prend le pas sur la timidité. Et donc, sa curiosité est plus importante que sa peur. C'est ça la leçon. C'est ça. La peur est forte, mais la curiosité, l'ouverture est encore plus importante. Merci beaucoup, Ilios Kotsou. Alors, n'oubliez pas, parce que vous pouvez retrouver tous les conseils d'Ilios, tous les conseils de nos spécialistes sur les réseaux sociaux de l'émission, les réseaux de Bel et Bien Ensemble. Béatrice, vous restez bien avec nous. On va continuer à parler de ces premières fois. Arnaud, vous allez nous prouver, vous, qu'il n'est jamais trop tard pour vivre une première fois. Vous avez rencontré une femme qui, à un âge où, normalement, quand même, on lève un peu le pied, 90 ans, mais elle a décidé, elle, de faire tout l'inverse. Vous allez voir, on va prendre de la hauteur. Alors là, il va falloir vous accrocher et vraiment bien vous mettre devant votre télévision parce que c'est une rencontre qui est vraiment géniale. C'est Michèle Godot. Vous l'avez dit, Agathe, elle a 90 ans et il y a 4 mois, elle a fait son baptême de l'air. Elle rêvait de sauter en parachute et elle est devenue la vraie figure locale au Creusot dont elle est originaire. Elle a sauté à plus de 4000 mètres de haut
Et vous allez voir, elle n'a pas eu du tout la trouille. Et c'est génial parce que c'est la preuve vivante vraiment qu'il n'y a pas d'âge pour des premières fois. Régalez-vous. Et c'est donc au volant de sa voiture que Michel s'est rendu sur les lieux de son exploit. Vous permettez que je vous équipe? Oui, mais il faut pas me plotter, hein. Non, promis. Sacré Michel. Et son plus grand rêve était de sauter en parachute. Alors pour ses 90 ans, son fils Hervé a réuni toute la famille pour lui offrir ce cadeau vertigineux. Mais vous allez voir, il en faut bien plus pour l'effrayer. Il en faut beaucoup pour me faire peur. Ouais. Hein? Quand j'ai supporté 50 ans de son père, alors rien ne me fait peur. Et voilà pour lui. Bref, Michel n'a peur de rien. Mais avant de revivre avec elle son grand saut, on aimerait en savoir un peu plus sur son incroyable vitalité, son envie d'aventure. Avant, je faisais 50 km de marche à pied, 30 ans de judo, de la gymnastique, des marathons. Une grande sportive, Michel. J'allais pas quand même laver des couches, tout ça, tous les jours. Hein? Combien de gamins vous avez, Michel? 11, 14 petits-enfants. Et vous trouviez le temps de faire du sport en plus? Oui. C'est quoi votre secret, Michel? Eh bien, de garder un bon caractère, pas s'inquiéter pour des bricoles. Et puis, j'aimais bien manger, puis rire quand même. Rire et aussi oser. Oser sauter dans le vide pour la première fois, par exemple. Quand ils m'ont monté dans l'avion, ils m'ont mis assis, les pieds pendant dehors. Bon, ça va, pour le moment, ça va. Puis d'un seul coup, il y en a un qui est passé derrière moi, et puis il m'a poussé dans le vide. J'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière moi, et puis ça s'est bien passé. Et vous vous êtes dit, s'il y a personne derrière moi, c'est à moi d'actionner le parachute? Vous vous êtes dit quoi? Eh ben, je me suis rien dit. J'ai sauté, je suis tombée dans le vide. Oh, je volais, hein. Je planais, je volais. Hein. Puis après, je voyais la terre qui se rapprochait. Ça fait un petit lifting naturel, j'ai vu aussi. Ça gonfle les joues. Moi qui ai déjà des grosses joues. Et celui qui se souvient parfaitement de cet exploit, c'est Lucas, le président du club de parachutisme, qui a sauté avec Michel. Une expérience inoubliable pour notre binôme, même si visiblement, ils n'en ont pas gardé le même souvenir. Ils m'ont poussé. Mais j'ai pas poussé, on est tombé de l'avion. Heureusement, on avait un parachute. C'est cool, non? Oui, c'est cool. C'était un bon souvenir. Ah, ça, c'est un très bon souvenir. Hein. Ah, elle était parfaite. Non, je m'en souviens très bien parce que c'est pas tous les jours qu'on a des gens d'exception. Puis Michel était à l'aise. Hein. Elle rigolait pendant la montée en avion, pendant qu'on partait à l'embarquement. Une des premières choses qu'elle m'a dit juste après l'ouverture, c'était pas ça fait peur ou quelque chose comme ça, c'était ça fait froid. Oui. Alors Michel, c'était comment? C'est dingue. C'est dingue, hein? Vous avez inspiré du monde, en fait, Michel, avec votre histoire. Peut-être, hein, parce que oui, les gens vont dire « Oh, la vieille Michel, elle est faite, pourquoi pas nous ?» Vous savez, hein, des fois, on ne veut pas faire quelque chose de machin. Et puis on va aller se tuer en bicyclette 50 km plus loin. Vous êtes fier d'avoir fait ça? Oui, je suis contente de moi. Et s'il y en a deux qui saluent l'exploit de Michel, ce sont ses deux fils, Hervé et Lionel. Est-ce que vous êtes fier de votre maman? S'il y a quelqu'un qui doit être fier d'avoir fait ça, c'est elle. La fierté, elle ne vient pas du son parachute pour moi. Elle vient de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été. Elle vient d'un global de sa vie. Vous dites je t'aime à votre maman de temps en temps? Tous les jours, j'ai envie de lui dire, mais on a, nous, les hommes, ce problème, c'est que... Non, pas un amour propre, c'est qu'on n'ose pas dire les choses. Et c'est dommage. Je t'aime, toi, voilà, on profite. Ah, tiens, la main. Tiens. Oh, mon coude. Ah bah écoute. Ah non, mais alors, j'étais en train de me dire, pourvu qu'un jour, mes enfants, Gaspard et Félix, soient autour de moi, avec moi à 90 ans, qui viennent faire du parapente. Mais vu que déjà à 50, il n'y a pas d'urgence, je ne sais pas. Mais ce qui est génial, c'est que souvent on a cette expression, on dit « je me sens vivant ». Et là, en regardant ce sujet, j'ai l'impression qu'on a ressenti plein de choses, dont cette phrase-là, elle prend vachement son sens, parce qu'on se dit, son fils qui lui dit à la fin qu'il l'aime, j'ai trouvé ça hyper touchant. Et alors, Ilios, on a deux cas de figure là qui sont assez symboliques. Elle manque pas de confiance en elle. Notre témoin du jour en manquait peut-être un petit peu, mais justement, est-ce que ces premières fois, elles permettent
d'avoir aussi un peu plus confiance en soi? Oui, il y a un grand point commun, c'est que la confiance ne précède pas l'action, elle la suit. Et donc, c'est Aristote qui disait ça, il disait, c'est en construisant qu'on devient constructeur, c'est en ayant des actes courageux qu'on devient courageuse, comme nos témoins nous le montrent. Et donc, il faut faire, c'est en étant juste qu'on devient une personne juste. Et donc, est-ce que notre Michel, c'est ça nous montre, c'est que pour cette construction-là de confiance, il n'y a pas de date limite. Merci beaucoup Arnaud, c'était vraiment un magnifique reportage. Place maintenant à celui qui avait envie de nous parler de ses premières fois. C'est Stan Gusman. Agathe, oui. Je vais vous faire une confession. Je déteste les premières fois. Ah bon? Oui, parce que soyons honnêtes 2 secondes. Les premières fois, c'est nul. Par exemple, première fois au ski, on passe la journée le nez dans la poudreuse. Première fois en cuisine, on se lance dans un risotto, on finit au resto. Première fois sous la couette, tu sais pas ce qui va où et comment. L'avantage, c'est que c'est bref. Non, à chaque première fois, je perds en dignité. Et comme je suis un mec débile, orgueilleux, qui ne supporte pas de tâtonner devant les autres à cause d'un ego mal placé, j'ai pris une décision radicale. Je n'entreprends plus rien. Ah. Voilà. Zéro alors. première fois, zéro risque, zéro humiliation, zéro progrès. Ma vie est un jour sans fin. Je moisis dans ma petite zone de confort. Je pars en vacances aux mêmes endroits. J'accepte aucune évolution professionnelle. Et au lit, je répète les mêmes positions bourgeoises avec ma chérie depuis... bref, rien de neuf. Et à force, je vais pas vous mentir, je m'ennuie un peu. Mais alors, la faute à qui? La faute au cerveau, et plus précisément à l'amygdale, la zone du danger. Dès qu'il y a du nouveau, elle me hurle dessus. Attention, inconnu, malaise potentiel, honte sociale imminente, abort, abort. Résultat, moi je fais rien. Je sais, c'est bête, mais les premières fois c'est raté, certes, mais en fait c'est précieux. C'est précieux parce qu'une première fois, c'est jamais une fin en soi. C'est le début de quelque chose de nouveau. Derrière une première fois, il y a une deuxième fois un peu moins d'huile, puis une troisième où ça commence à ressembler à quelque chose. On prend confiance et on remercie au fur et à mesure la vie pour les surprises qu'elle nous réserve. D'ailleurs, Agathe, à propos de première fois ratée, je voulais profiter de cette émission pour présenter mes excuses à quelqu'un. Cette personne, elle se trouve dans le public. Ah bon? C'est Sarah. En fait, Richard, Oui. c'est moi. Oui, t'as dégusté. C'est moi l'appel raté, la grosse galoche, l'élite de bave. Voilà, je voulais te dire pardon, je débutais. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vachement pris des compétences, je m'en sors beaucoup mieux. Ouais. Donc je voulais savoir si tu me laisserais une deuxième première fois. Après un chewing-gum. Après un chewing-gum, ok, d'accord, ça va. Je vais me brosser les dents et je reviens, ok, ça marche, on fait ça. Bon, merci, à tout à l'heure. On en apprend tous les jours dans cette émission, mon Dieu. Merci beaucoup, Stan. Sarah, remettez-vous de vos émotions et de ce souvenir qui est peut-être un trauma gravé à vie en Qui me hante clairement. Doris a une question, voilà, pour Ilios. Bonjour Elios, je voudrais savoir concrètement comment on fait pour remettre des premières fois dans son quotidien sans se mettre la pression. Des choses petites. On pourrait visiter un quartier qu'on ne connaît pas encore, on pourrait inviter des gens qu'on n'a pas l'habitude d'inviter à dîner, et même peut-être parfois des inconnus. On pourrait remarquer que la plupart d'entre nous, on s'assied chez nous ou ailleurs, au même endroit. Et on peut se dire, tiens, ça vaut la peine parfois de se lever, de changer de place, et tout à coup, assise ou assis ailleurs, on change de perspective. Et ce petit décalage-là, ça nourrit quelque chose. Vous êtes Agathe Le forme Caron mais allez voir, à cette place-là, vous verrez le monde différemment. Mais oui, c'est ça, je serais une invitée, je serais peut-être la sachante. Je peux y aller à votre place ou pas? Allez-y. Et l'idée, c'est quoi? Présentez l'émission, vous allez faire le lancement. Ah, on va voir. Alors, s'ils prennent le temps, tout à coup, on redécouvre quelque chose avec un œil neuf. Et c'est pas une plaisanterie. Dans la recherche scientifique, on montre que rien que ça, changer de place, changer de perspective, nous redonne tout à coup une autre manière de raisonner. Des premières fois, c'est clair, on en vit toutes, des petites, des grandes, mais au final, celles dont on se souvient le plus, ce sont celles qu'on partage, et moi et tout. On adore le partage, des moments collectifs qui nous dépassent, qui nous rassemblent et qui parfois font basculer tout, même une époque. Pourquoi ces premières fois nous marquent-elles autant? On en parle tout de suite avec notre invité. Il est avec nous, on a beaucoup de chance, on le voit souvent, c'est Xavier Mauduit. J'ai bien chauffé. Tremble, Agathe Le Caron, tremble. Bonjour Xavier Mauduit. Bonjour Agathe. Quel bonheur de vous avoir sur ce plateau une nouvelle fois. Xavier Mauduit, pourquoi est-ce que les premières fois collectives, les premières fois à grande échelle sont particulièrement marquantes dans nos vies à nous? Je pense parce qu'on a l'impression de vivre un moment de l'histoire. Le moment Ce sont des repères où aussi, le premier homme a marché sur la Lune. Voilà, c'est un repère, on sait ce que c'est. Ça nous fait oublier tout le avant.
parce qu'il faut du temps. Et puis tout le après, parce qu'après, c'est plus jamais pareil. Mais c'est un peu la même chose à notre niveau d'individu pour ces premières fois. Vous savez, la première fois, c'est la première fois amoureuse. Ben, on oublie le avant, qui est long et qui est magnifique. Clémenceau disait, le plus beau moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. L'attente, l'espoir. Mais oui. C'est magnifique. Et puis, il y a le moment, et puis il y a le après. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est une question de temporalité. Et si on regarde sur toutes ces premières fois de l'histoire collective, il ne faut pas oublier qu'il y a des longs combats avant pour arriver là. Il y a de longues attentes. Et puis après, c'est plus pareil. Et ces premières fois collectives, elles nous aident aussi à évoluer, en fait, chacun à notre manière. Oui, vraiment. Ce sont des modèles, un peu. Les premières fois, comme vous le disiez, Agathe, cet aspect collectif est important parce que bien souvent, on se demande qu'est-ce que nous faisons là, dans cette histoire. Nous voyons les actualités, nous voyons des choses. Et à certains moments, nous avons l'impression de participer à ces choses-là. Oui, puis ça nous rassemble. Quand on même. est là, on est tous ensemble. Vous le savez d'ailleurs, on se souvient de là où nous étions quand nous avons assisté à une première fois. Mais la dimension collective, ça apporte quoi en plus? Je pense que ça apporte quelque chose d'extrêmement chaleureux. Et on le voit vraiment par la manière dont les gens se comportent au moment d'une première fois. Quand il y a un grand événement, on peut descendre dans la rue. Les gens sont là. Quand ça se passe à la télévision, nous sommes chez nous, bien sûr, mais nous sommes en famille. Et les gens se touchent, assistent à quelque chose d'extrêmement émouvant. Ces premières fois, parfois, elles sont sinistres. On le sait bien, si on pense aux attentats à New York le 11 septembre, c'est une première fois. On n'avait jamais vu ça. Eh bien, les gens étaient là sidérés, mais en même temps ensemble. Et c'est plus pareil après, mais les gens échangent toujours. Nous avons besoin de cela, nous sommes en communauté, nous sommes en société, et nous avons besoin de choses qui nous unissent, et ces premières fois nous unissent. Arnaud, vous nous proposez de jouer avec l'histoire maintenant, et avec ces toutes premières fois, c'est la Happy Therapy. Alors, c'est un jeu, comme d'hab, on finit souvent cette émission avec des jeux. Là, ça va prendre la forme d'un quiz avec votre aide, Xavier. Je vais vous faire revivre 3 grandes premières fois qui ont vraiment marqué l'histoire et l'humanité tout entière. D'abord, je vais vous faire écouter ça. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Alors, je le traduis, c'est évidemment le petit pas pour l'homme et le grand pas pour l'humanité. Neil Armstrong, le 21 juillet 69, le premier pas d'un homme sur la Lune. Xavier, pourquoi ces premiers pas-là, ils ont marqué un vrai tournant dans l'humanité? Arnaud, c'est un excellent exemple de ce que nous disions. C'est-à-dire que ce qui se passe là, en 1969, a uni les gens devant la télévision et les gens étaient figés. Ça nous fait oublier aussi souvent tout le avant. C'est le contexte de la guerre froide. Ça l'oublie, tout ça, on l'oublie au moment de la première fois. Et c'est cet aspect universel et collectif qui est très beau. Ça y est, désormais, ce ne sera plus jamais pareil. Et on a tout cela qui est mêlé dans ce que nous disions. Il y a notamment l'idée que Pépé, Mémé vont nous dire « moi je l'ai vu, moi j'y étais et je l'ai regardé ». Et ça nous relie, c'est comme une transmission de la mémoire, du vécu et de l'émotion. Et c'est très important, on le sait bien, dans nos existences, l'émotion. Et là, par le fait de vivre une première fois, on vit une très belle émotion qu'on peut partager, ne serait-ce qu'en la racontant, en l'évoquant. Là, on l'a bien revécu avec vous. Là. Alors là, c'est une devinette pour vous dans le public. On va trouver une date qui a tout changé. Pendant des années, elles ont eu des opinions, mais elles n'ont pas forcément le droit de les faire entendre. Un jour, pour la première fois, elles se retrouvent seules dans un petit espace, un espace fermé avec un choix à faire. Et depuis, c'était un geste qui était pourtant banal, il a changé leur place dans la société pour toujours. Je parle de quoi? Le droit de vote. Et ouais, le droit de vote des femmes en France, c'est 29 avril 1945. Et là, c'était pour des élections municipales. Donc, nouvelle question, pourquoi c'est un repère hyper important encore aujourd'hui? Ce que vous disiez, Arnaud, là, c'est d'ailleurs très juste de dire que c'est un moment où les femmes se trouvent seules dans l'isoloir. C'était assez difficile dans ces sociétés-là d'être seule. On est en famille, il y a toujours l'autorité du père, de la mère, il y a toujours des gens. Et là, on est seul. La décision, elle ne dépend que de nous. Donc c'est quelque chose de très fort. Ça s'inscrit dans une très très longue histoire. On le sait bien, le combat des femmes pour leurs droits et pour le droit de vote. Et ça, c'est un combat qui, à ce moment-là, s'étend sur des décennies. Donc, vous voyez, on est arrivé à quelque chose. Et désormais, ce n'est plus pareil. Les femmes peuvent voter. Mais je vais vous dire, bien souvent, moi, j'adore discuter avec les personnes qui transportent une histoire et qui ont une mémoire. Et quand vous demandez aux femmes, qu'est-ce qui a vraiment changé? Le droit de vote, bien sûr. La machine à laver. Et là, on est sur une première fois individuelle, mais le changement du quotidien, c'est quand il n'est plus nécessaire d'aller au lavoir, d'aller
quand il fait froid. Quelle embellie, Xavier. Mais vous imaginez le lavoir, l'eau glacée, la bassine à la maison, l'eau brûlante, les mains abîmées, et d'un seul coup, il y a la machine à laver. Ben voilà, ça, c'est une première fois, et ça correspond à peu près à ces mêmes années-là. Donc, on voit une vraie progression, à la fois dans le vécu du quotidien par la machine à laver, et puis par la manière de pouvoir s'exprimer par le vote. Donc, c'est une très belle première fois, ça aussi. Alors là, fermez les yeux, et on va passer une musique. Chacun se souvient où il était. 12 juillet 98. C'est la France Black Blanc Beurre, l'équipe de France d'Aimé Jacquet qui est championne du monde. Les buts de Zidane, d'Emmanuel Petit. Pourquoi ce moment-là, on l'a vraiment dit, les Champs-Élysées, pourquoi c'est devenu le symbole de l'unité nationale? Oui, ça correspond à une période de notre histoire, vraiment. Alors déjà, c'est la première étoile sur le maillot de l'équipe de France, hein, parce que depuis le temps qu'on l'attendait, cette étoile-là, on est content de l'avoir. Et en plus, ça se passe en France. Donc là, il y a tout. Et on est sur un moment politique aussi qui joue beaucoup sur l'union. C'est vraiment étonnant, cette Coupe du Monde avec cette équipe Black Blanc Beurre, parce que ça correspond à une attente de la société. Et par la victoire et par l'équipe, on se dit, tiens, voilà, on a quelque chose. Parce que je vous le disais, les premières fois, c'est tout ce qu'il y a eu avant et c'est tout ce qu'il y a eu après. Après, ce sera plus pareil et ce sera peut-être mieux. Et là, à ce moment-là, on y a cru. On pourrait discuter longuement pour savoir si ça c'est la bonne direction. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. D'un seul coup, il y avait une très belle union. Et ça a fait du bien. Et on l'a tous ressenti. Et Arnaud, quand vous disiez, on se souvient où on était, mais bien sûr, parce qu'il y a eu ce côté collectif. Tous ensemble, on sortait, on s'embrassait, on se prenait dans les bras. Ben voilà, ces premières fois, c'est aussi ces occasions-là. Et on le sait bien, il y a eu des étoiles par la suite, il y a eu des victoires. Mais cette première fois, celle-là, elle restera dans nos mémoires, c'est quelque chose. Et bien pareil, Agathe, on le dira plus tard, on dira, moi j'y étais. Oui. On le dira aux enfants. On y était. On y était et on se prenait dans nos bras et on se faisait des bisous, on était heureux. Merci beaucoup Arnaud. Quelle première fois collective est-ce qu'on peut espérer vivre demain, Xavier? C'est une belle on question, doit se projeter un peu. Eh ben, dans la continuité des premières fois du passé, le premier humain qui a marché sur la Lune, le premier humain qui marchera sur Mars. Pourquoi pas? Ça, c'est une belle première fois. Et puis Agathe, tout ce qu'on n'imagine pas, la machine à remonter le temps, pourquoi pas? Ce serait sensationnel. Trop bien. Et voilà, il y a plein de premières fois à vivre, celles pour lesquelles on peut combattre pour obtenir ça, et puis celles qui vont nous arriver, et ça, ce serait une très belle surprise. Voilà, et que du positif. Allez, c'est bon de rêver. Sarah. Oui, il y a Jennifer qui a une question pour Ilios. Oui, Elios, bonjour. Moi, je me demande pourquoi on est si nostalgique de nos premières fois. On est nostalgique parce que les premières fois sont irréversibles. Elles n'arriveront plus jamais. Au fond, une première fois, c'est toujours une dernière fois. La première fois où on tient son enfant dans les bras, c'est la dernière fois où on a su ce que c'est de ne pas être parent. La première fois où on a embrassé quelqu'un, c'est la dernière fois où on ne sait pas ce que c'est qu'embrasser. Et donc cette nostalgie, elle est très forte. C'est une émotion qui était extrêmement étudiée dans la recherche scientifique et c'est une émotion qu'on appelle douce amère. Pourquoi? Parce que la première fois, cette nostalgie, elle nous rappelle que nous ne sommes que de passage sur Terre, que notre vie, elle est très très fragile, elle est fugace. Et cette fragilité, elle donne toute sa valeur à la vie, elle donne toute cette valeur à la commune humanité, au fait de vivre cette expérience dont Xavier a parlé ensemble. Mais toute femme qui a accouché, par exemple, comprend particulièrement ce que vous venez de dire. Parce qu'il y a à la fois cette espèce d'explosion de la première rencontre, et puis après, tout de suite, une nostalgie d'un moment tellement fort qu'on ne revivra plus, en tout cas avec ce bébé-là. Et donc ça, je trouve que ça illustre parfaitement ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, Ilios. Vous restez avec nous, évidemment. C'est le moment d'aller voir ailleurs avec vous, Sarah. Vous allez voir, Xavier, on voyage, et c'est merveilleux. Alors Agathe, ce matin, je vous propose un petit tour du monde des premières fois, mais pas celle qu'on vit à 20 ans, non. Celle qu'on vit à 60, 70, 80 ans, quand normalement on vous dit gentiment de lever le pied, eh bien elles appuient sur l'accélérateur. On va parler de ces femmes qui se sont dit, tiens, si je commençais maintenant. Mais comme toujours, Agathe, votre jeu préféré, vous allez deviner. Vous allez voir, Xavier, je tombe tout juste, tout le temps. Alors, première destination, si je vous dis Las Vegas, motel et Kim Kardashian. Portugal. Bah oui, comment vous savez, elle est née là-bas au Portugal, à Lisbonne. Voilà, aux États-Unis, c'est pareil. Et là-bas, il y a une femme incroyable qui s'appelle Nathalie Grabow. À 59 ans, elle apprend à nager et puis elle enchaîne vélo,
course et à 80 ans, elle termine un Ironman. Mais un Ironman, c'est pas une balade, hein. 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon derrière. Moi, déjà, faire un aller-retour à la boulangerie, ça me fatigue. Elle enchaîne 3 disciplines. Et le pire, c'est qu'elle finit tranquille. Et à l'arrivée, évidemment, elle a reçu sa médaille de finisher. Voilà, comme quoi tout est possible, même à 80 printemps. Et elle devenait même la femme la plus âgée à terminer un Ironman. Agathe, moi, je vous vois bien dans 30 ans comme elle. Un Ironman? Ben oui, vous êtes une sportive. Il n'y a pas d'urgence quand même. Il n'y a pas d'urgence. Petite rando, peut-être une rando nue. Ok, bah pourquoi pas. Bon, en tout cas, si vous pensiez que les premières fois tardives, c'était une spécialité américaine, attendez de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Si je vous dis, Agathe, baguette, béret, et on en a parlé, champion du monde 98, vous l'avez normalement. Luxembourg. Mais bien sûr, c'est limitrophe, c'est la France. Bah oui, voilà. Vous étiez pas loin pour une fois. Et là, on va parler de Colette Maz, pianiste française au destin incroyable. Elle joue depuis toujours, mais pendant des décennies, elle reste dans l'ombre. Et puis, à 87 ans, elle enregistre enfin son premier disque. Il y en a qui, à 87 ans, demandent qu'on monte un petit peu le son. Hein, vous connaissez ça? Elle sort un album et le plus fou, c'est qu'elle ne s'arrête pas là, puisqu'elle a continué d'enregistrer après 100 ans. Elle nous a quittés malheureusement à l'âge de 109 ans et on l'avait rencontrée dans Bel et Bien. Voilà, on voulait lui rendre hommage ce matin, un moment touchant. Regardez. Je suis avec une jeune pianiste de 108 ans qui s'appelle Colette Maz. Alors, elle a fait ses premiers enregistrements à l'âge de 92-93. Pour tous ceux qui pensent qu'ils se mettent à la musique trop tard, en fait, voilà, l'exemple vivant. Quand j'étais petite fille, il y avait des petits garçons qui jouaient du piano. Et moi, j'étais fascinée et je reproduisais les petits morceaux qu'ils jouaient. D'accord. Mes parents dit tiens, plutôt que de jouer à la poupée, elle aime le piano. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un 4 mots. Ça. C'est incroyable, vous avez un toucher extrêmement fluide. C'est ça le secret, c'est le piano? C'est magnifique. Et un petit bisou à Dédé en passant. Oh, on embrasse Dédé. Il nous manque. Bon. Oui. On va quitter la France pour un pays où la rigueur est une philosophie et où même les rêves prennent de la hauteur. Agathe, si je vous dis sushi, manga, samouraï, fastoche. Le Limousin. Bah oui, Limousin. Ouais, Ah ouais. le Japon. Et là-bas, on rencontre Tamae Watanabe. Alors cette femme, elle découvre l'alpinisme sur le tard. Et visiblement, elle s'est dit que quitte à commencer, autant viser directement le sommet. À 63 ans, elle grimpe l'Everest pour la première fois. Ouais, premier essai, le point le plus haut du monde. Rien que ça. Moi, déjà, quand je monte rejoindre le public, c'est un projet de vie. Elle monte à plus de 8000 mètres d'altitude. Mais plus fou, c'est qu'elle y retourne à 73 ans. Et là, elle bat un record. Elle devient la femme la plus âgée à atteindre le sommet de l'Everest. En fait, elle a expliqué qu'elle voulait prouver qu'on pouvait encore se lancer des défis, même à plus de 70 ans. Alors, Agathe, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Déjà, on va commencer par la Tour Eiffel. Mais blague à part, il me semble que vous avez commencé le surf à 40 ans. Oui. Sur le tard aussi. Oui. Racontez-nous. Moi, j'ai commencé même un peu plus tard, même. Je pense que je devais même avoir 45 quand j'ai démarré. Donc, je suis toujours aussi nulle, mais c'est pas grave. Non, arrêtez. Non, mais c'était une première fois. Et donc, dès qu'on peut explorer de nouveaux territoires, comme le fait Béatrice, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Merci beaucoup, Sarah, pour ce tour du monde éclectique. Merci, Léos Kotsou. Merci beaucoup, Xavier Mauduit, de nous avoir emmenés, dans cet élan collectif des premières fois. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur le cours de l'histoire, sur France Culture. C'est absolument merveilleux. Alors, si vous ne connaissez pas, il faut vraiment y aller. On vous libère. Merci beaucoup d'avoir été là. J'aimerais qu'on termine avec une toute nouvelle première fois. Pas seulement pour nous ici sur le plateau, mais pour vous aussi, chez vous, derrière votre écran, parce que les premières fois, c'est aussi des moments qu'on partage, qui nous rassemblent, qui créent du lien, même à distance. Alors aujourd'hui, je vous propose de vivre une première fois ensemble, main dans la main. On va chanter tous ensemble notre générique en mode karaoké. Vous avez remarqué, Xavier, que je vous libère avant? Merci. Pour vous. Ouais, non. Cela dit, vous êtes le bienvenu pour rester. Bon, les paroles vont s'afficher à l'écran.
Public, évidemment, vous nous rejoignez au centre du plateau. Et vous vous laissez embarquer à la maison. Je veux que toute la France chante le générique de Bel et Bien Ensemble. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain 9h55. Et c'est parti. Hey, 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 hey. What the sense in sharing this on and on with life? When you have to start and on the why. You wait on us the years and they don't the rain, the rain. Oh, yeah, yeah. When I get a hold of dance every day. When I'm running here and when I'm in the day. When I eat a hole on me, what the hell, what's rain? Avec ou sans parole. And I'm gonna live a thousand summer day. It's easier said than done. When does it break away? Let it break away.